Deuxième partie de la matinée, et avec donc nos trois auteurs, Arnaud qui s'installe, Marie Gossenet et Laurence Vilaine. Donc, dire quelques mots. Tous leurs livres, en fait, sont sur la table de la librairie et ils sont aussi disposés là. Donc, il est bien clair qu'on ne peut pas les présenter tous maintenant et que ce n'est pas véritablement le but, puisque c'est plutôt de se demander comment ils sont arrivés là, plutôt que ce qu'ils sont exactement. Donc je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été en résidence ou vous êtes en résidence. Désir de lire, c'est sa troisième année de résidence en 2023. Et donc nous avons eu envie de les réunir tous les trois à partir de leur travail, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'idée de cet entretien, c'est d'essayer d'entrer un peu dans leur création, de savoir comment se passe l'écriture, enfin, tout ce que nous ne voyons pas, qui est hors cadre, pour reprendre toujours cette idée qui a un peu été le fil directeur de notre programmation, aborder leur travail, mais avant qu'il soit publié et que nous puissions, nous, lecteurs, en prendre connaissance. Donc on va essayer d'aborder un peu toutes ces questions ensemble. Donc je vais prendre dans l'ordre. Arnaud Bertina, tu es beau. Nous allons faire sérieux. Vous êtes publié. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas du tout. Alors, Arnaud, tu es publié essentiellement aux éditions Verticales, avec plusieurs livres déjà, dont le dernier, Ceux qui te supportent, on en avait parlé l'année dernière à plusieurs reprises pendant le temps de ta résidence. Marie est éditée chez de nombreux éditeurs. Verdier, Lire des Marges, les éditions de l'Ogre, les éditions de l'Attente, peut-être y en avoir d'autres. Oui. Donc si vous voulez voir, je crois qu'Aurélie a un bel échantillon de tous ces livres. Et Laurence est publiée chez Zulma, les éditions Zulma. Voilà. Donc, nous allons entrer dans le secret de votre création et de ce qui est votre travail d'écriture. Je propose qu'on commence pas par vos livres, mais qu'on commence par les livres d'autres auteurs, en vous posant la question de savoir quels sont... Alors, Marie, il y a un texte dans lequel tu parles de tes livres amis, des livres amis. Quels sont les livres qui ont nourri ou qui nourrissent votre écriture? Est-ce qu'il y a des compagnons auteurs qui sont là, comme on dit, sur votre table de nuit, mais est-ce que vous avez des auteurs et des livres qui sont importants pour vous? Qui veut commencer? C'est difficile parce que ça change aussi. Enfin, les livres amis, ils restent amis, mais tu me poses la question comme ça, j'ai du mal à dire aujourd'hui. Alors, je ne sais même pas quand je suis dans ce texte qui je cite, mais peut-être que... alors, c'est quand même intéressant, parce que si on me pose la question et que je n'ai pas réfléchi avant, et c'est le cas, je ne savais pas la question que tu allais poser, je dirais tout de suite, sans réfléchir, par exemple, quelqu'un comme Elio Vittorini, ou quelqu'un comme Ramon Sender, ou quelqu'un comme Stendhal, ça n'a rien à voir, et pourtant, alors maintenant, chercher les fils de pourquoi c'est ces noms qui arrivent les premiers. Si je suis le fil, Vittorini, c'est quelqu'un qui écrit des romans et qui aussi écrit des chroniques, et qui aussi est engagé, et qui arrête d'écrire des romans au moment où la guerre d'Espagne se déclenche. Je pense que ce qui me guide là, en répondant ça, mais je pourrais répondre autre chose parce qu'il y en a tellement, c'est que ça peut être peut-être des auteurs qui ont une présence forte dans la vie de leur temps. Voilà, c'est ce que je peux dire tout de suite là. Bonjour. Oui, mais je suis toujours surpris par le fait qu'on a tous plein de livres chez nous,
Alors que concrètement, en fait, primo, on relit pas si souvent que ça, il y en a que quelques-uns qu'on relit souvent, et pourtant on a besoin de les avoir chez nous, c'est-à-dire on s'en passerait pas, on n'irait pas les mettre à la cave, on a besoin que ce soit là, que ça tapisse les murs et tout, c'est vraiment comme des présences amies un peu mystérieuses, c'est-à-dire ça y reste fermé, on les réouvre pas, mais en même temps on sait qu'ils sont là, et ça il y a quand même quelque chose qui passe de eux à nous. Ou alors des livres, par exemple, tu dis Stendhal, et pour moi c'est un compagnon hyper joyeux. Et dernièrement, j'ai acheté sa correspondance. Et en fait, la correspondance de Stendhal est complètement inintéressante. D'abord, elle est hyper cryptée, donc on comprend absolument rien à ce qu'il raconte. C'est que des allusions, c'est que des trucs. Parce qu'en plus, c'était souvent la valise diplomatique, donc il pensait que cette correspondance était lue, etc. Donc résultat, il bricolait quasiment un autre langage. Et je me suis dit, mais pourquoi j'achète ça alors que je sais que je ne mettrais pas le nez dedans, quoi. Mais en fait, bah, si, j'avais besoin d'avoir tout ce qu'il a fait, j'avais besoin de... avec la correspondance, d'être dans son quotidien, quoi. Mais encore une fois, je sais que je les ouvrirai jamais, quoi. Donc, je sais pas, il y a cette circulation un peu bizarre des livres, et puis, ou alors il y a des fois des moments d'écriture, pareil, sur les... où tout d'un coup, on éprouve le besoin de faire une petite pause, et juste de lire une page d'Artaud. Et donc je prends Artaud et puis je lis juste une page et immédiatement, c'est vraiment plus efficace que la cocaïne, immédiatement j'ai envie de m'y remettre, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est tout de suite, quoi. Et ça fait un bien fou. Et ça marche, mais c'est d'une efficacité redoutable. Donc, et ça, ces livres amis, comme dit Marie, il y en a plein en fait. Je veux dire, s'il faut en citer un, oui, je sais pas, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, mais là par contre qui est un livre un peu particulier parce que c'est un des rares livres qui me fait peur, c'est-à-dire c'est un des rares livres pour lesquels j'ai été obligé de mettre en place des espèces de garde-fous pour pas sombrer avec le personnage, quoi. C'est un livre d'une beauté et d'une dureté folle, et c'est un personnage qui se détruit en une journée, enfin qui finit de se détruire en une journée. Et il y a tellement de désespoir et de mélancolie à l'horizon du bouquin que moi, le lisant et travaillant dessus pour la radio, j'avais été obligé en même temps de le mettre un peu à distance, quoi. Donc voilà, les livres qui nous accompagnent, ça peut aussi des fois être des livres soit qui procurent beaucoup de joie, soit qui font très peur. Laurence ? Je ne sais pas trop quoi dire après tout ça, mais qu'en effet, les livres amis, ce sont des rencontres en fait, qui vont être amis, non pas qu'on les oublie après, mais je pense qu'ils sont des amis, hein, pour moi en tout cas à un moment donné, et qui ont joué un rôle important à un moment donné. En citer un, ça me paraît impossible, mais comme ça, sans réfléchir plus longtemps, ça serait le ravissement de Lolvestein de Duras, parce que ça a été une rencontre avec la littérature, je crois, pour moi, à un moment donné. Enfin, ça a été quelque chose, un déclic, peut-être. Donc, c'est un livre très ami, mais que je ne vais pas relire parce que c'est l'histoire ancienne, peut-être. Même si, comme dit Arnaud, je suis contente qu'elle soit là, elle reste à mes côtés. Donc je pense qu'il y a plein de livres amis et plein de livres amis à venir. Ça, c'est la réjouissance. Oui, moi je relis pas trop les livres, si ce n'est des passages à un moment où il y a une mémoire visuelle, on se dit ah mais c'était quel livre, il était où, à quel endroit, dans quelle bibliothèque et à quelle page, en bas à gauche, et voilà, c'est un moyen d'aller revisiter ses étagères amies et refouiller dans toutes ces rencontres là. Après, il y a aussi les livres dont on a honte. Non, mais c'est important, il ne faut pas toujours se la raconter. Moi, par exemple, je sais qu'en seconde, j'ai lu La réclusion solitaire de Tahar Benjeloun. Je sais que ça m'a énormément marqué, mais vraiment énormément, à plein d'endroits de ma tête, etc. Et je sais qu'il ne faut surtout pas que je remette le nez dedans, quoi, parce que j'étais en seconde. Je pense que je vais retrouver dans le bouquin tout ce qui a pu... séduire l'adolescent que j'étais, et je vais avoir envie de me donner des gifles, quoi. Et puis il y a aussi les livres amis qu'on a complètement oubliés. Par exemple, un jour j'étais avec ma mère, mais je ne sais même pas moi qui lui ai posé la question, donc je ne sais pas pourquoi c'est venu dans la conversation, et elle me dit
Ah, tu sais, là, quand t'avais 5-6 ans, ça a duré 1 an et demi. Tous les soirs, il fallait que je te lise La Vache Apolline. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Je vois même pas ce que c'est. Et elle me dit, si, c'était une vache qui avait un rêve, elle voulait sauter par-dessus la lune, etc. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai demandé tous les soirs ce livre, et je ne m'en souviens, mais absolument pas. Je visualise plus la couverture, je me souviens pas de l'histoire, etc. Et pourtant, c'est que ça a été un moment important, quoi. C'est que ça a été constitutif de quelque chose. Je sais pas du tout quoi, mais voilà. Donc Stendhal, c'est pour faire sérieux, mais en vrai, c'est La Vache Apolline. Et puis il y a autre chose que les livres amis, il y a les livres dont on a besoin. C'est pas tout à fait pareil en fait, parce qu'il y a des livres dont, pour des raisons peut-être d'écriture, ou parce qu'on est dans un moment comme ça, on a besoin de lire ce livre-là, mais un besoin qui n'est pas un besoin technique, hein, mais j'ai besoin de ça, et c'est pas mon livre préféré, ou c'est pas le livre le plus fort, ou des choses comme ça. Et les livres dont on pourrait avoir honte, on les chérit aussi, en fait. C'est ce bon. Pour continuer dans cette même voie, est-ce que quand vous travaillez quand vous êtes en train d'écrire, vous échangez par exemple avec d'autres auteurs, soit sur le fond, soit sur les difficultés que vous pouvez rencontrer? Est-ce qu'il vous arrive d'échanger? Est-ce que c'est important pour vous aussi d'avoir cet échange avec d'autres écrivains? Ça peut l'être. C'était le cas hier soir, par exemple, sans entrer en dînant. Voilà, ça se fait sans qu'on l'ait prévu. Moi, j'ai beaucoup de mal à parler de ce que j'écris quand je suis en train de l'écrire. C'est-à-dire rentrer vraiment dans le fond, dire de quoi ça parle, dire si quelqu'un me demande ah, t'écris sur quoi? C'est la question, je vous préviens, c'est pas la peine de me demander, je ne vous répondrai pas. Non, j'exagère, mais c'est difficile dans le sens où ça dévoile trop à un moment où c'est pas le moment, peut-être, justement. Et la crainte, c'est que ça empêche d'écrire, en fait. Donc, après, ça dépend des personnes. Et c'est vrai que parler à d'autres auteurs, ça fait du bien, en même temps. Déjà parce qu'on est un peu tout seul, quand même, dans notre galère, souvent, derrière notre table, et on peut s'arracher les cheveux, et voilà, tous ces moments-là sont convoqués de plaisir et de solitude nécessaire et de solitude parfois difficile. Échanger rassure en fait, et parfois fragilise. Je pense que moi ça peut c'est un mix des deux, et quand j'écris en tout cas, je pense je suis tellement parfois sur un fil que ça peut être très fragilisant. Donc je suis un peu sur mes gardes, je crois. Sauf avec des personnes bienveillantes comme ça. Moi, non, pas tellement. Ça dépend du type d'écriture. Pas vraiment quand un livre se cherche et qu'il va se trouver, on le sait bien. Mais évidemment, quand on a le projet d'écrire, par exemple, ce que je fais maintenant, ce sont 3 volumes qui ont été pensés un peu en amont, comme ça, sur une thématique. Alors là, c'est différent parce que là, on rentre dans un travail, et que ce travail, plus ou moins, même si on est un peu déconstruit, il faut le construire. Et là, oui, mais pas tellement avec des auteurs, mais plutôt avec des éditeurs. Et c'est autre chose, parce que ça se construit, c'est pas que ça se construit avec, c'est moi qui écris, et c'est où je vais aller, où je peux aller, c'est pas où je veux aller, là où je peux aller. Mais malgré tout, c'est le livre qui est parlé comme ça, prend une forme qui est pas forcément une forme oui, la forme se cherche malgré tout, mais à l'intérieur d'un cadre de parole, d'écriture et d'attente. Voilà, il y a cet horizon d'attente qui est l'horizon le tout premier, c'est-à-dire le lecteur qui sera l'éditeur, qui donne des jalons à ce livre-là qui n'est pas complètement dans la nature, quoi. Alors que j'aime aussi que les livres soient dans la nature et qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et là, en général, j'en parle pas. Voilà, je crois qu'il y a 2 types pour moi en tout cas, plusieurs manières d'écrire.
Et là, c'est déjà deux différentes. Mais très peu souvent avec des auteurs, en réalité. Ça manque aussi, c'est vrai. Mais je sais pas, les auteurs, ils lisent déjà beaucoup, alors on ne va pas les emmerder avec nos manuscrits en cours. C'est pas si facile, en fait. Mais en même temps, toutes les deux, on a essayé, en fait, il n'y a pas longtemps. On a essayé, oui. Mais ça n'a pas duré longtemps. On était toutes les deux un peu en perdition, un peu bloquées, et on s'est dit, tiens, mais si on s'envoyait juste un petit bout pour voir, peut-être juste le fait de s'en débarrasser, ça peut, je dis s'en débarrasser, juste le donner à quelqu'un d'autre, quel que soit le retour de la personne, ça peut déjà faire du bien, déclencher quelque chose, et ça c'est assez étrange et bienvenu parfois. Mais je pense que, je ne sais pas si on l'a fait en attendant un retour de l'autre, justement. C'était peut-être plus pour dire, bon, ça peut exister en dehors de notre table. Ça n'a pas duré longtemps, en tout cas. Non, moi alors j'ai un ami avec qui je dialogue au long cours et on se lit l'un l'autre en permanence. Donc ça c'est un dialogue précieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous lisent complètement, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui savent exactement ce que vous faites et donc si on parle avec quelqu'un qui a lu 1 ou 2 livres, cette personne n'est pas obligatoirement en mesure de vraiment m'aider à aller à l'endroit où je veux, quoi. Alors que, voilà, avec cet ami, comme il y a cette grande proximité quasi quotidienne, etc., Oliver Roy, ça marche dans les deux sens. Mais je fais jamais lire des extraits, jamais, parce que pourquoi en fait un extrait c'est que des malentendus à l'horizon, quoi. C'est-à-dire si je sais moi ce que je veux faire, je vais passer mon temps à défendre le passage en question en disant non mais c'est parce qu'ensuite il arrive ça et ça au personnage, etc. Enfin, c'est épuisant et ça mène à rien, quoi. Et puis après, c'est pas obligatoire. Il faut pas trop fantasmer les discussions d'auteurs parce que la bonne personne qui peut accompagner, ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas auteur. Moi, l'anecdote que j'adore, c'est Joyce et Proust se sont rencontrés une fois. Donc évidemment, ça fait fantasmer tout le monde. Tu dis, wow, 2 des plus grands génies de la littérature qui se rencontrent dans un dîner incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? En fait, ils se sont rien dit du tout parce que la rencontre a duré apparemment, mais vraiment moins de 10 minutes, quoi. Et Proust arrive dans le dîner, puis tout de suite, il y a des choses qui lui vont pas, et donc il dit oh là là, je suis oppressé, j'ai mal, je suis désolé, je peux pas rester, je vais rentrer. Et Joyce dit oh j'ai mal à la tête, mes névralgies, et donc il est parti lui aussi. Ça a duré ça la rencontre entre procès. Et il y a 2 témoins différents qui le racontent de la même manière, donc ça doit être un peu historique, quoi. Je pense qu'il n'y a vraiment pas eu d'échange du tout entre eux, quoi. Donc voilà, l'écrivain n'est pas obligatoirement le bon interlocuteur pour l'écrivain, quoi. C'est l'éditeur quand même. Est-ce que vous envoyez vos textes avant que vous pensiez d'abord qui décide qu'il est fini? C'est l'éditeur qui vous dit c'est bon, j'ai lu ton manuscrit, ça va être terminé. Est-ce que vous avez un dialogue avec l'éditeur avant que vraiment le livre soit terminé? Moi, je sacralise pas les relations avec l'éditeur. J'ai un super dialogue avec les éditions verticales, mais j'en fais pas non plus une autorité. C'est-à-dire que moi, j'envoie mon truc une fois que je pense être allé au bout de la chose. Je dis pas que le livre est terminé, je dis pas qu'il n'a pas encore des défauts, mais par contre, moi, ça y est, c'est vraiment, je suis pas capable d'aller plus loin tout seul. Là, j'ai besoin d'un premier lecteur. Mais je me méfie aussi, parce que certains éditeurs sont pas nécessairement des grands lecteurs, et certains éditeurs, résultat, ont plus un prisme de formatage des textes et de l'écriture, plutôt qu'au contraire, être quelqu'un qui va vous pousser dans vos retranchements pour donner un texte vraiment singulier, étrange, bizarre, qui aura donné tout son jus, quoi. Donc, ouais. Je vais répéter peut-être un peu mieux ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait tout dépend du type d'écriture. Quand c'est une écriture documentaire, là, comme ce que je suis en train de faire, c'est vrai que ça a été pensé avec l'éditeur, donc c'est un peu différent. Mais sinon, je suis comme Arnaud, non, c'est quand je pense que c'est terminé que j'envoie, et c'est sans sacraliser la relation, mais c'est dans le dialogue, et bon, l'éditeur qui attend assez des textes un peu étranges pour que ce soit pas gênant. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une écriture qui est davantage documentaire, et on sait qu'il va y avoir 3 volumes, etc., là, la discussion, je pense que sans cet éditeur-là, je l'aurais pas fait.
Donc là, c'est différent en fait, comme imposition, c'est un peu différent. Je ne dis pas que le livre il est né parce qu'il y avait un éditeur, mais il est né parce qu'il y avait cette rencontre avec cet éditeur et que du coup cette forme était possible, elle était devenue possible. Elle a été pensée à deux en fait, la forme. Ça c'est chouette aussi comme histoire, je ne pensais pas vivre ça et ça c'était quelque chose d'autre dans mon parcours d'écriture. Non, j'ajouterai rien de nouveau. Moi, je suis comme Arnaud. Tant que je n'ai pas mis le dernier mot, je ne l'envoie pas, je ne le donne pas à lire et à l'éditeur. Non, enfin pas plus que personne d'autre. Tout simplement parce que jusqu'à la dernière phrase, jusqu'au dernier mot, ça peut changer encore. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Le dernier mot peut faire bouger le premier mot de la première page. Donc rien n'est envoyé avant. Après, ça ne veut pas dire qu'il est fini, que je dis non, on ne touche à rien. Bien sûr que non. C'est là que commence un autre travail que j'adore, qui est, comme dit Arnaud, je peux plus, toute seule, je peux plus, j'arriverai plus. Et ce travail d'équipe après, que j'ai la chance, en tout cas, d'avoir avec les éditrices que j'ai eues, c'est très précieux. Comment se déclenche l'écriture d'un livre? Alors je pense qu'on ne peut pas parler en général. Chaque fois que je commence à écrire, ça c'est de telle ou telle manière, donc c'est nécessairement en fonction des livres que vous avez, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, peut-être, que c'est plus simple que de parler en général, qui ont fait que vous vous êtes mis, vous vous mettez à écrire? Alors soit c'est une manière générale de faire, ça se passe toujours comme ça, soit effectivement il y a un livre dont vous pouvez dire, ben voilà, ça s'est déclenché de telle ou telle manière. Je pense que le concret, ça sera plus parlant. Oui, c'est dur de parler général, même si moi, je n'ai pas écrit autant de livres qu'Arnaud et Marie, mais j'ai quand même tendance à dire qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que ça vient me surprendre, en fait. Ça part souvent de quelque chose de très visuel, d'une image qui vient de... je ne sais pas où, c'est pas un souvenir, c'est pas quelque chose de vécu, c'est je sais pas, une image mentale qui vient, je sais pas, qui tombe du ciel, qu'un événement a déclenché peut-être, une rencontre, un rêve éveillé, je sais pas, une situation qui va déclencher une image en fait, cette image s'impose et elle impose elle donne la couleur du roman, en fait. Je peux donner un exemple concret, par exemple, sur le dernier, la géante, où cette image, c'est une femme qui est dans une maison, qui est dans la pénombre, où il fait sombre, il fait froid, elle est assise devant une fenêtre, et c'est un peu comme si j'avais une caméra et je zoome, en fait, et cette femme, je l'approche un peu, et elle a un grand manteau qui est trop grand, elle a les mains, les doigts qui dépassent du manteau, elle a de la terre sur les doigts, elle a un bonnet parce qu'elle a froid, elle n'a pas l'air très, très joyeuse. Et j'approche encore ma caméra et je vois que derrière la fenêtre, il y a quand même un peu de lumière, donc j'approche toujours la caméra et je vois qu'il y a une montagne et qu'il y a sans doute la lune. Et je vois même une silhouette un peu plus loin, je le fais très accéléré quand même. Et il y a une personne qui est là et qui l'observe et qui habite la maison d'en face et qui s'appelle un tel. Voilà. Donc c'est juste en très, très accéléré pour montrer peut-être le processus qui déclenche cette image et qui va après conduire à un déroulé qui ne va pas se faire aussi simplement. Je viens de le faire en 10 secondes, mais voilà un peu. Donc ça peut être ça, pour répondre à du concret. C'est toujours une image en fait à laquelle je m'accroche, qui est faite de je ne sais quoi, nourrie de tout ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez ça, des images qui vous tombent du ciel comme ça dans la tête, qui sont sans doute nourries de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est là, tout simplement, des mélanges de choses qui nous ont traversées. C'est comme si c'était quelque chose qui se compose à un moment donné et qui est comme un fil tendu peut-être. Et là, moi, je le saisis et cette image, je ne la remets jamais en question. Et elle revient, elle est dans les 3 romans en fait. Il y a une image qui n'est pas forcément l'image de départ, mais qui est là. La scène de cette femme dans le fauteuil, elle est là. Dans le premier roman, pareil, il y en a une autre. Enfin, je ne vais pas monopoliser toute la parole, mais voilà. Arnaud, Marie?
Moi, je me suis rendu compte au fil du temps, quand on est... que j'avais besoin de deux choses quasiment pour que ça prenne feu. C'est-à-dire que des fois, je me suis retrouvé avec des envies d'écriture, mais qui étaient des envies encore trop vagues, qui prenaient pas corps dans une anecdote. Et donc, ça ne me permettait pas du tout de me mettre au travail. Il fallait qu'il y ait ces deux temps différents. Et donc, les deux temps différents, ça peut être par exemple une question qui m'obsède et qui va venir alimenter le parcours d'un personnage, par exemple, qui va se tramer avec Donc, par exemple, je regardais un match de Federer et j'ai entendu deux des phrases les plus clichés qui étaient ressassées par les commentateurs sportifs, qui étaient « il a la grâce » et c'est le plus grand joueur de l'histoire. Et de les entendre en même temps, presque disons dans la même phrase, ce jour-là, alors que je les avais déjà entendues ces phrases-là, ça m'a beaucoup... ça m'a un peu mis la tête en feu, c'est-à-dire que je me suis dit, mais ça, il a la grâce. C'est quand même une expression bizarre pour parler d'un sportif, c'est-à-dire de sortir cette expression-là du cadre religieux, judéo-chrétien, qui est hyper, qui désigne vraiment quelque chose de très très précis quand même dans cette culture-là. Et de le dire pour un sportif, ça va vraiment pas de soi. Enfin, ça va pas de soi. Et donc je me dis, ben, j'ai envie de critiquer cette expression, mais j'ai aussi envie de la garder. C'est-à-dire, ça m'intrigue, ça m'intéresse. J'ai bien envie de voir si ça marche. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire coller à un sportif de dire il a la grâce. À côté de ça, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Et quand vous êtes Federer, ce qui nous arrive pas tous les jours, mais quand vous êtes Federer, et que vous vous dites « Ah, je suis le plus grand joueur de l'histoire », que vous entendez les autres dire « Vous êtes le plus grand joueur de l'histoire », c'est flatteur, mais la flatterie, c'est aussi quelque chose qui vous fige, c'est quelque chose qui vous paralyse, c'est-à-dire vous perdez tout votre naturel, vous voyez être, et donc c'est une catastrophe en fait, c'est la fin. Juste au moment où vous commencez à entendre ce truc-là, et vraiment à le recevoir, c'est la fin, vous êtes figé, vous êtes une statue, vous n'êtes plus un sportif en mouvement. Et donc je me suis dit, bah, voilà, j'ai mon intrigue de roman, c'est-à-dire, est-ce que mon personnage, qui s'appelle Roger Federer, va entendre ce compliment-là, et est-ce qu'il va réussir à le tenir à distance, ou au contraire être englué par lui? Donc ça, c'est le suspense du bouquin. Mais la lame de fond en dessous dans le livre, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de grâce? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est absurde? Ou si ça marche, qu'est-ce que ça décrit dans le corps du sportif, dans sa façon d'être présent à l'événement, dans sa façon d'être créatif à l'intérieur de l'événement, etc. Et si j'avais eu que l'un ou l'autre, ben, ça marchait pas du tout. Si j'avais eu que la question de la grâce, ça peut donner un livre pesant. Et si j'avais que l'autre aspect, ça peut donner un livre à la con. Enfin, je dis pas que j'ai pas fait un livre à la con, mais voilà, dans ma tête, j'ai essayé de faire autre chose qu'un livre à la con. Et juste un autre exemple concret, pour L'âge de la première passe, qui est le livre sur le Congo, pendant 2 ans, je me suis interdit de faire un livre de ce que j'étais en train de vivre avec ces filles au Congo. Donc c'est des jeunes mineurs contraintes par la misère à se prostituer. C'est leur seule possibilité de se sauver d'avoir à manger le soir. Et comme il s'agissait d'un sujet trop... je vais utiliser un mot absolument horrible, mais trop sexy, justement, c'est-à-dire, oh là là, il est allé au contact de pans de vie comme ça, dramatiques, de vie dangereuse, etc., des bords de ville, dans l'obscurité la plus... etc. Je me disais, non, justement, c'est trop attendu, c'est trop facile de faire un livre de ça, donc je me l'interdis, et je suis juste sur place, je travaille avec les filles, mais je n'en ferai pas un bouquin. Et en fait, au bout de 2 ans, à force, là pour le coup, d'en parler, pas simplement avec des autrices ou des auteurs, mais à force d'en parler autour de moi, parce que c'était une expérience folle, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre sujet derrière cette question-là de la prostitution des mineurs. Il y avait un autre sujet, c'était comment est-ce que je parle avec ces filles. Donc elle me parle en français, puisque évidemment c'est le Congo-Brazzaville, c'est francophone, et donc tout le monde parle couramment français. Elle me parle en français, mais quel français elle me parle en fait? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles arrivent à dire en français? Qu'est-ce qu'elles n'arrivent pas à dire en français que par contre elles arrivent à dire en lingala, en kituba, etc.
Donc je vous la fais courte, mais par exemple en français, ce qu'elles n'arrivent pas à dire, c'est tout ce qui a à voir avec l'intime, avec leur ressenti, leurs émotions. Parce que tout ça, le colon n'a pas éprouvé le besoin de transmettre cette partie-là de la langue française. De la même manière, il y a un linguiste qui a bossé sur le fait que le colon français n'a quasiment jamais transmis un véritable usage de la négation dans les colonies. Parce que, intuitivement, quoi, parce que le colonisé n'a pas à dire non, quoi. Enfin, et donc, il y a... Et ça, je me suis dit, ah, mais ça, par contre, ça, c'est un sujet de livre. Ça c'est très beau. Alors oui, à l'horizon du bouquin, il y aura la question de la prostitution, mais c'est pas le sujet du livre. C'est-à-dire, si quelqu'un lit ce livre en se disant, ah tiens, ça m'intéresse, cette vie violente, etc., bah, il sera déçu, parce qu'en fait, il y a 9 chapitres sur 10 qui portent sur dans quelle langue on se parle, qu'est-ce que moi je suis capable d'entendre, qu'est-ce qu'elles sont capables de me dire, et qu'est-ce que je suis pas capable d'entendre, alors qu'elles me lancent. Voilà, au départ du bouquin, il peut y avoir aussi le refus de l'écrire et comprendre qu'en fait, il y a un autre sujet qui était caché derrière. Et ça, c'est peut-être la surprise dont tu parlais, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, quand je me suis dit, ah, mais c'est un livre en fait sur la langue française, c'est pas un livre sur la prostitution. Ce qui est au départ d'un livre, ce qui le déclenche, oui, il y a des images. Alors, il y a différentes écritures, différentes voies d'écriture. Lorsque c'est une voix romanesque, par exemple, je n'ai plus du tout l'impression de faire, donc du coup je parle comme si je parlais de quelqu'un d'autre, parce que je ne sais pas quand je reviendrai à une écriture de fiction, mais lorsqu'il s'agit de ça, je dirais un peu comme chez Laurence, en fait, ça part d'images fortes. Par exemple, dans Cordélia la guerre, ça part de l'image, bon, c'est des images qui sont héritées de l'Antiquité beaucoup, hein. C'est Lavinia dans Virgile, en fait, dont la chevelure prend feu quand elle voit arriver Aimée sur les rivages latins. Donc cette image comme ça, avec des images qui sont fantastiques, des images qui sont... pour épopée aussi, il y a des images qui sont des images de résurrection et liées aussi encore une fois à la mythologie et à l'épopée. Mais ça, je vous parle d'un temps qui à moi-même devient un peu étranger là. Après, je sais exactement ce qui a déclenché par exemple l'écriture de À notre humanité ou l'écriture de Éléphantesque. Ce sont des questions. Ce sont des questions aussi. Par exemple, À notre humanité, on est en 2012. Les bras nous en tombent un peu, Hollande vient d'être élu et on se dit que c'est un peu le dernier. Et là, il faut qu'il y ait par exemple une loi pour que les étrangers aient le droit de vote, au moins dans les élections locales, au moins ça, et que si c'est pas ça, on va vers la catastrophe. Et on est dans la catastrophe, évidemment. Et donc, la conscience de ça, en 2012, précisément, me monte les mots pour le dire comme je le dis là, et du coup je passe par la Commune de Paris, je passe par le désir d'écrire d'une autre façon, avec du corps, puisque ça met en scène une jeune femme qui se prostitue auprès, etc. Et je passe par autre chose pour dire une angoisse en fait qui est absolument contemporaine. Et puis, si Éléphantesque, ça vient aussi d'une histoire qu'on me raconte. C'est beaucoup souvent, c'est très très souvent, chaque livre vient d'une histoire qu'on m'a racontée, d'un bout d'histoire qu'on m'a raconté, qui m'a intéressée, qui m'a interrogée, qui m'a aidé à poser autrement et mieux la question que je me la posais avant. Et là, on me raconte avec des archives, en fait, l'histoire d'un jeune homme, qui est de ma famille, mais ça n'a pas d'importance, dans le Médoc et qui, à 15 ans, devient résistant et qui meurt avec un an. Et cette histoire, ma question était une question contemporaine et à la fois à laquelle il n'y a pas beaucoup de réponses. C'est qu'est-ce qui fait qu'à 15 ans, dans un tout petit village du Médoc, dans une famille catholique et traditionnelle, il s'implique à ce point, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait que cet élan-là, quel est-il, etc. Une question. Avec des images, puisque j'avais des archives et des photos. Et puis, je pourrais comme ça, pour le livre If, qui parle d'une histoire liée à l'Algérie, là aussi, ce sont des archives personnelles, ce sont des souvenirs, ce sont des phrases et c'est des récits. Un récit de quelqu'un qui me dit, mais tu sais,
Moi j'adore Dumas, parce que tout à l'heure tu nous as demandé nos auteurs comme ça, mais j'aurais dû dire Alexandre Dumas, parce que c'est quand même la base, mais je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Et donc j'adore Dumas, et j'adore particulièrement le Comte de Monte Cristo. Et donc quelqu'un me raconte que le château d'If, en 62, a emprisonné d'une manière un peu illégale, puisque c'était plus une prison d'État à ce moment-là, des personnes dont on ne savait pas quoi faire, de l'OAS, etc. Et que la personne qui raconte ça a l'air sûre de soi et dit en fait, une des personnes de l'OAS voit sur les murs du château d'If gravé son propre nom. Pourquoi ? Parce que le nom de ses ancêtres, qui lui, cet ancêtre-là, avait été enfermé au château d'If avant d'être déporté au moment de la Commune, justement. Et moment, fin du 19e, où dans une famille, quelqu'un s'était engagé autour de la Commune de Marseille, pas de Paris, et l'autre était parti comme petit colon en colonie, en fait. Et du coup, cette espèce de cercle qu'avait fait l'histoire là, parce que l'histoire n'est pas vraie en réalité, parce qu'aucun historien n'a pu vérifier en fait que le château d'If en 62 est servi comme même prison momentanée. C'est pas complètement impossible, mais rien ne le garantit non plus, mais peu importe. Et du coup, voilà, ça c'est un départ d'une histoire avec juste à côté quand même Edmond Dantès qui revient du fond des eaux, quoi. Du coup, voilà, c'est un peu, quand même, ça rejoint un peu ce que disait. Pour continuer, mais peut-être que je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui déclenche l'écriture et qui nous est commun. Alors peut-être pas à tous les écrivains, je sais pas, mais peut-être à nous, c'est aussi c'est la nécessité. Je pense que c'est quelque chose qui voilà, alors qu'on est dans des registres différents, mais la nécessité à prendre la parole ou à prendre le stylo pour dire ce qui dérange, ce qui brûle, ce qui doit sortir, ce qui doit sortir tout simplement. Je voudrais continuer sur cette question qui concerne peut-être plus Marie et Arnaud, sur les récits, que ce soit des îles ou ceux qui te supportent, ou l'âge de la première passe, qui sont des récits donc, qui s'appuient sur une réflexion, qui ne s'appuient pas, mais qui donnent à voir et entendre une réalité, et sur donc la manière dont vous arrivez en tant qu'auteur, narrateur, comment vous arrivez à trouver votre place par rapport aux personnages dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée là-dessus? À propos des îles, c'est un projet documentaire en 3 volumes qui suit plus ou moins, qui rencontre à nos frontières dans les îles grecques, les îles Canaries, les îles Baléares, et aussi les îles entre la France et l'Espagne, qui s'appelle l'île des Faisans, qui rencontre des personnes qui essaient de se déplacer sans avoir l'autorisation de le faire. C'est un peu exactement ce qu'a dit Arnaud, même. C'est-à-dire, pour moi, ce que je faisais là, à cet endroit-là, c'était pas écrire au départ. Après, ça le devient, et donc ça change un peu le projet, mais c'était pas écrire, c'était d'abord essayer de comprendre et savoir mieux ce qui se passe exactement. En 2013, par exemple, en Grèce, c'était pas encore ce qu'on a appelé la crise, etc., des réfugiés, mais en 2013, la rétention administrative, c'est-à-dire pour des gens qui n'ont commis aucun délit en Grèce, elle est sans délai, en fait. Elle est à vie. Il n'y a pas de terme. Ça, c'est des choses que... C'était une illégalité par rapport à l'Europe, mais c'était le cas, c'était avant Tsipras. Donc des choses comme ça, finalement, on découvre parce qu'on y est, en réalité, parce qu'on est dans un camp à Corinthe et qu'on se rend compte que ça fait 4 ans que des personnes sont enfermées là. Donc au départ, quand je commence, c'est pas, je suis comme toi, je me dis non, je vais surtout pas l'écrire en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas surtout pas, mais c'est pas le projet. Je sais pas si je pourrais le faire. Et si j'écris, ça sera peut-être quelque chose d'un peu théorique pour témoigner, mais ça sera pas. Je mets ça vraiment à côté de mon travail que j'estime mon plaisir d'écriture, quoi. C'est pas du tout. Je le compare pas, voilà. Et puis en réalité, alors là, on commence en 2020 avec des îles, puisque là, ça devient une forme d'écriture et de livre
plutôt maintenant réguliers, bon, ben, je fais des rencontres en fait. Ces rencontres, on se parle. On se parle, on raconte, on se raconte. Moi je raconte, mais les personnes que je rencontre me racontent aussi. Et là, c'est tout un tas d'histoires qui débarquent en fait. Et les histoires qui débarquent, on ne peut pas résister. Ça, c'est sûr. Et parce qu'on aime ça, les histoires qui débarquent. Et alors, mais comme je suis là parce que, avec les gens que je rencontre, nous avons un projet commun, à savoir essayer d'obtenir le RSA, essayer d'obtenir des papiers, bien sûr, de faire une demande d'asile qui a de la gueule, enfin des trucs, voilà, des choses à chaque fois différentes, mais des choses comme ça, hein, concrètes. Et bien à ce moment-là, je vais à la fois travailler avec la personne la situation administrative, juridique, sociale, et à la fois je raconte cette aventure administrative, sociale, juridique, et aussi les à côté qui sont tout ce qui échappe à la situation sociale, juridique, administrative, les histoires. Voilà, c'est un peu comme ça. Ta question, elle est très précise, quoi. C'est-à-dire quel type de rapport ont-nous avec les personnes à partir du moment où on sait qu'on va sans doute faire un livre ou quelque chose à partir de ces témoignages-là. Moi, j'ai été marqué par la lecture d'un livre de Jeanne Fabre-Saada, qui est une anthropologue célèbre. Et c'est un livre dans lequel elle fait une longue préface. C'est un livre qui date de la fin des années 70, 77 je crois. Elle fait une longue préface un peu méthodologique, c'est-à-dire elle veut parler de la sorcellerie dans le bocage ou le marais Poitevin, je ne sais plus, le bocage. Et elle, en fait, elle fait une critique de toute la tradition de l'anthropologie jusque-là. C'est-à-dire, elle dit, voilà, les anthropologues s'emparaient d'un sujet, mais ils ne vivaient jamais la vie des gens, et ils regardaient toujours ça à distance. C'est-à-dire, par exemple, sur la sorcellerie, bah, je n'y crois pas, mais j'ai envie de travailler sur ça. Et donc, elle dit, il y a un problème fondamental dans cette approche-là, c'est qu'en fait, on constitue les autres en objets d'étude, et puis on les regarde de haut, comme on regarderait une fourmilière, avec les fourmis en train de se battre et de se circuler, etc. Et elle dit, en fait, c'est pas possible, on ne peut pas étudier comme ça de l'extérieur les gens, et on ne peut pas les regarder de haut. Il faut être dans un rapport de plus grande proximité, de plus grande empathie, de plus grande intrication aussi. Et elle dit, sur la question de la sorcellerie, si je n'essaye pas d'y croire, jamais les gens me donneront quelque chose, en fait. C'est-à-dire, ils me raconteront des conneries et ils me mettront sur des mauvaises pistes, etc. etc. Et en fait, ce truc-là de refuser un regard un peu supérieur qui te constitue en objet d'étude, je trouve ça hyper important, et c'est de toute façon, ça correspond exactement à l'élan de la littérature à travers les siècles tout le temps. C'est-à-dire que la voix qui s'exprime dans le livre soit pas une voix d'autorité, soit pas une voix qui constitue une autorité, et que ce soit au contraire une voix qui soit beaucoup plus... qui essaye d'approcher plutôt le réacteur en fusion, quoi, et plutôt que de le regarder de très loin. Et donc ça a fait que quand j'ai commencé à faire le livre sur le Congo, il était évident pour moi, très bizarrement, qu'il fallait aussi que je parle de moi dans ce livre. Alors on pourrait dire, bah non, c'est un peu narcissique, pourquoi est-ce que tu te mets en scène, pourquoi est-ce que tu racontes certaines anecdotes te concernant, etc. Et bien c'était justement pour pas regarder les filles de haut, pour pas les regarder avec toute la détresse amoureuse et affective qu'elles me confiaient, pour pas regarder ça de loin comme si moi aussi je partageais pas cette détresse affective et amoureuse, etc. Pour pas faire croire que la question de la prostitution c'est une question loin de moi, etc. etc. Donc pour essayer, au moins dans le livre, de manière totalement utopique et illusoire, mais essayer de créer un plan d'égalité où je serais à égalité avec les filles, où je ne prétendrai pas être plus malin qu'elles, où je ne prétendrai pas mieux savoir qu'elles ce qu'il faudrait qu'elles fassent dans la vie, etc. Où je ne leur donnerai pas des conseils sur qu'est-ce qu'elles doivent faire vis-à-vis de leur père maltraitant, de leur mère maltraitante, etc. etc. Et donc, je pense que ça, aucune des filles ne le comprenait, et j'ai jamais discuté du livre avec elles, mais par contre, elles voyaient qu'au quotidien dans la cour avec elles pendant plusieurs mois, c'était ce type de rapport-là que je créais.
c'est-à-dire à manger les mêmes repas qu'elle, assis par terre avec elle, à passer toute la journée avec elle, à suivre les cours qu'elle suivait sur la santé, sur l'hygiène, sur l'alphabétisation, etc. Et ils étaient très intrigués de voir un homme pas faire du zapping, c'est-à-dire rester là tout le temps, un blanc en plus, etc. Donc essayer de faire que le fait d'être auteur ne me constitue pas en figure d'autorité, mais au contraire, ce soit la tentative d'être vraiment avec elles pour vraiment les aider au moins dans la tête, à respirer un petit peu mieux, quoi. C'est-à-dire à se dire, ah tiens, mais c'est bizarre, il m'écoute beaucoup, il revient, il refait un autre séjour, donc c'est que je vaux quelque chose, alors qu'elles partent toutes du principe qu'elles valent rien du tout, qu'elles se font piétiner toute la journée. Donc voilà, c'est d'essayer de faire qu'il y ait ce moment-là de confiance, pas pour leur extorquer plus de choses, mais au contraire pour qu'elle puisse imaginer que les hommes sont fatalement pas violents, quoi. Parce que c'est quand même l'idée qu'elles se font du masculin, puisque elles sont confrontées qu'à ce masculin-là, quoi. Je peux rajouter une chose parce que ça me fait penser que pour Des îles 2, donc le deuxième volume des îles qui raconte une année en fait de cas que j'ai rencontrés à la frontière basque, donc beaucoup de morts, mais aussi une histoire d'une jeune enfant en fait qu'il a fallu rapprocher de sa maman qui était à Saint-Germain-en-Laye mais sans papier. La petite est aux Canaries, d'abord sur les îles Canaries, et un enfant de 8 ans avec des parents sans papier qui ne peuvent pas aller la chercher sur les îles Canaries, entre la France et l'Espagne, parce que là en l'occurrence c'était entre la France et l'Espagne. Rien n'était possible. La maman avait perdu la tutelle, de fait, puisque c'est les îles Canaries qui... c'est le gouvernement des îles Canaries, c'est un peu comme nos départements, l'aide sociale à l'enfance, en fait, qui avait la tutelle de la petite fille, et donc rien n'était possible, en fait. Donc 1 an à essayer de faire ce rapprochement, malgré les impossibilités juridiques. Et donc je l'ai fait avec la maman, surtout la maman d'ailleurs, le papa était moins impliqués, mais on a énormément travaillé toutes les deux, énormément. Et on a eu très peur à plusieurs reprises, on s'est beaucoup découragé, puis on s'est beaucoup encouragé aussi. Enfin, ça a été une aventure en fait d'1 an, 1 an entier, où on s'est beaucoup rapprochés. Mais je n'ai jamais dit à cette maman, qui s'appelle Janaba, je lui ai jamais dit que j'écrivais en même temps. Et elle savait ce que je faisais, mais c'était pas la question, on s'en fout un peu en fait. Et si je lui ai jamais dit que j'écrivais, c'est pas parce que je voulais lui cacher qu'à la fois je travaillais sur ce cas, etc., voilà, et que je trouvais aussi que c'était une histoire à écrire. C'est pas parce que je voulais lui cacher, c'est parce qu'on avait mieux à faire en fait que je lui raconte ça. C'était déjà assez compliqué d'expliquer ce que voulait l'ambassade d'Espagne, comment on faisait traduire devant un traducteur assermenté, etc., etc. On avait tellement de choses à faire et à dire et à expliquer que la question d'écrire, c'était pas notre question du tout pendant 1 an. Bon, et puis le livre est maquetté, etc. Et moi je lui ai toujours pas dit. Là, je suis angoissée en fait, je sais pas quoi faire. Et vraiment, ça c'est le moment d'immense solitude, parce que c'est un personnage de femme dans le livre magnifique, parce qu'elle ne s'arrête jamais, parce qu'elle est elle y arrive, elle a tout réussi, c'est elle qui a tout décidé, c'est elle qui a tout décidé. Donc je ne suis pas du tout en train de donner une image d'elle déplorable, mais enfin c'est quand même moi qui donne l'image, et elle ne le sait pas. Donc, et je nomme sa petite fille Fatou, etc. Donc il faut que je lui parle, donc je n'endors pas, je m'angoisse, finalement je l'appelle, et je vais lui expliquer. Bon, elle n'a pas très envie de m'entendre là-dessus, parce qu'il faudrait faire son CV, la vie continue, quoi. Il faut trouver du travail, maintenant elle a des papiers, etc. Il y a d'autres choses à faire. Mais quand même, j'essaye à un moment donné, il faut qu'on se parle, quoi. Assieds-toi, tu es là-bas, et écoute-moi, en fait, c'est un truc hyper important. Et donc je lui dis avec tout ça, et puis j'ai très peur qu'elle me dise non. Parce que qu'est-ce que je fais avec ce livre sur les bras si elle me dit non? Alors tu nous le refiles. Triche. Et je lui explique que tout ce qu'on a fait ensemble, je l'ai écrit. Enfin, pas tout exactement, mais quasiment tout.
et que je peux ne pas la citer en fait, que je peux changer son nom, que je peux nommer autrement, que je peux transformer, que je peux pas dire, que je peux transformer aussi les noms de villes, que je peux dire que ça se passe pas à Grande Canaria mais à Tenerife, pas à Saint-Germain-en-Laye mais à Paris. Bon, tout est possible en fait. Je lui explique ça, maladroitement, je bredouille, je sais. Et puis je l'entends éclater de rire et elle me dit « Mais Madame Marie, c'est toi qui écris, c'est toi qui nomme, m'embête pas en fait. » On peut t'appeler Madame Marie ou pas? Pour vos livres, en tout cas ceux dont vous avez parlé, sont des livres où il y a une confrontation au réel effectivement directe. Ce serait complètement stupide de penser qu'il y a d'un côté la fiction et de l'autre côté la réalité, et même si elle n'apparaît pas de la même manière. Mais est-ce que tu peux dire quelque chose de ce rapport à la réalité, au réel, qu'il y a dans tes romans, qui ne sont pas du tout documentaires, et dans cette confrontation directe? Ben moi, je ne sais pas faire, en fait. Je ne sais pas quoi faire de la réalité si je vais la chercher. Par exemple, sur la réalité, par exemple, elle revient, elle va surgir, en fait, dans le roman. Par exemple, le premier qui se passe au sein d'une communauté rome. Je me suis retrouvée au sein de cette communauté rome, enfin, par ce roman, sans l'avoir du tout prémédité. C'est venu comme ça s'est imposé là encore. J'ai suivi un personnage qui m'a emmenée au sein d'une communauté rome au bord d'un fleuve. Et là, pareil, je ne négocie pas, je dis ok, je prends, j'y reste, sauf que les Roms, bah, je ne les connais pas plus que ça, par des clichés que j'ai dans la tête, des films, des livres. Et donc, je décide d'y rester, donc de me documenter pour pas dire n'importe quoi, pour être au plus près d'eux. Et en même temps, je sens que aller vers eux, c'est-à-dire aller, je sais pas, dans des camps roms aujourd'hui, pour écrire, ça serait à côté. Ça me servirait. Ça m'a même pas. Enfin, si, j'y ai pensé un peu, mais je sentais que c'était pas le bon endroit, parce que sans doute, pour moi, c'est pas une matière romanesque, que j'arrive pas à me servir volontairement du réel comme une matière à roman, en fait. Et j'en ai la preuve d'ailleurs sur un roman que personne ne connaît, qui est dans un tiroir, qui était le deuxième, où j'ai, et ça rejoint, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, où je suis partie d'une idée, ce qui la preuve ne fonctionne pas pour moi. C'était près de chez moi, il y avait c'était un peu le mouvement de le début de la prostitution nigériane dans les villes. Et voilà, il y avait la rue à 200 mètres où tous les soirs il y avait des jeunes filles qui venaient se prostituer. Et ça me bouleversait, ça me touchait énormément. Et je me suis dit, j'ai cette nécessité d'en parler, en fait, de se dire, mais il faut comprendre. J'avais ce besoin de comprendre, d'aller vers elles. Ce que j'ai fait, et j'ai passé des mois j'ai été les rencontrer, j'ai fait des maraudes avec Médecins du Monde, j'ai fait des formations pour comprendre comment déceler l'esclavage sexuel. Enfin, j'ai vraiment mené des enquêtes. J'ai rencontré des personnes, le pasteur qui les accompagne pour comprendre les cérémonies, les rituels, les cérémonies et tout ça. J'avais une montagne d'informations. Et le roman, il est juste pour moi impossible à partir de ça. Parce que j'arriverai pas, par exemple, à prendre une personne réelle qui s'appelle Violette et dire oh ben, je la prends, puis comme ce que tu disais, je peux mettre un autre prénom si vous voulez, parce que je comprends très bien cette gêne en fait. Mais si je l'appelle Joy, je sais pas, je suis pas au bon endroit en fait si je faisais ça. Ou alors ça ne sert pas le roman, en tout cas, ça serait une autre forme qui serait l'âge de la première passe. Est-ce que c'est un roman en fait, voilà. Donc ça prend une autre forme qui est autre, et ce que tu décrivais, cette place que tu as réussi à prendre, moi je l'ai vraiment senti juste quand j'ai lu le livre
parce que ce surplomb, il est tellement, on le voit tellement venir au galop et on ne sait pas toujours quoi en faire. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça très très juste. Donc la réalité, je la laisse venir en fait, mais je ne vais pas la chercher. Et une anecdote pour prendre le fil de ce que tu dis, quand tu dis qu'une personne que tu as rencontrée, tu n'arrives pas ensuite à lui inventer un discours qui serait de la fiction, qui relèverait de la fiction. Une fois, je devais adapter pour France Culture un livre de Patrick Deville, Pour Avida, et, qui est un grand bouquin qui a été publié en 2000. Et donc il fallait que je transforme tout ça, qui n'est pas du tout dialogué, il fallait que je produise du texte pour des comédiens et que ça tourne qu'il y ait pas mal de dialogue. Et à un moment, il raconte la répression en 1989 par Fidel Castro de certains opposants. Et donc moi, je transforme ça en dialogue. Là, il y a une scène nocturne qui est racontée dans les appartements de Castro et je transforme ça en dialogue. Et ensuite, comme à l'époque j'étais copain avec Patrick Deville, je lui envoie le travail pour qu'il me fasse un retour. Et il dit oui, bon, il dit très bien, mais il y a quand même des choses bizarres, des choses que moi je m'autoriserais pas, mais je comprends pourquoi tu l'as fait, etc. Et je dis, ah bon, mais quoi? Bah quand même, tu fais parler Fidel Castro, quoi. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, ah oui, tiens, j'ai fait parler Fidel Castro. J'ai imaginé ce que Fidel Castro pourrait dire. Donc voilà, des fois, en fait, on passe par la fiction parce qu'on oublie d'être scrupuleux, tu vois. Donc toi, tu te dis, oh non, quand même, je peux pas faire ça. Et moi, je sais pas dans quel état j'étais, mais je me suis dit, bah, je vais faire parler Fidel Castro. Je suis capable d'imaginer ce que Fidel Castro pourrait dire. Je voudrais qu'on aborde un tout petit peu la question vraiment de l'écriture ou de la réécriture, puisqu'on avait intitulé cet entretien « Brouillon d'écrivain ». On a des beaux brouillons d'Arnaud pris en photo, mais en dehors de l'anecdote, quel est le travail d'écriture, de relecture? Est-ce que c'est un travail sur la langue qui se fait dans la continuité? Est-ce qu'il y a d'abord un brouillon général et puis qu'ensuite on revient vraiment sur les détails, vous réécrivez beaucoup, vous recomposez beaucoup? Je peux parler du coup de ce que je fais en ce moment parce que c'est une bonne question pour ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que là, ça fait 1 an que j'essaie d'écrire, donc toujours autour de cette frontière et beaucoup en allant en Andalousie, sur les îles Baléares, etc. Et j'écris sans me retourner en quelque sorte. Donc j'ai une matière qui est évidemment généreuse. En fait. J'ai beaucoup de matière, mais je pensais, enfin j'en sais rien hein, parce que tout ça va se construire et tout ça, mais il me semblait que le fait même que ce soit moi qui mène cette enquête-là, que ça donnait déjà une unité en fait. Et puis en le relisant, c'est pas fini, hein, mais en fait en relisant les 2 premiers tiers, l'impression est qu'il y a beaucoup trop de choses et que ça ne choisit pas en fait, et que ça brouille la lecture beaucoup. Donc oui, le travail là, ça va être de séparer, de trouver le fil narratif qui peut-être s'est perdu du fait que j'ai retiré la moitié des choses, voilà, et de réorienter en fait toute l'histoire d'une manière pas artificielle, donc ça veut dire repasser par qu'est-ce qu'a été cette enquête. Et c'est pour moi un travail un peu nouveau, parce que jusqu'à présent les enquêtes elles se sont menées spontanément, je dirais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de retravail derrière là, pour retirer des choses, rendre plus clair d'autres, etc. Mais là, à ce point, en fait, 1 an d'enquête aux frontières, avec énormément d'informations, d'anecdotes, d'histoires qui me semblent dessiner des problématiques dont il faudra s'emparer, mais dont je ne m'empare pas sur le moment, puisque je suis dans la récolte en fait des histoires. C'est beaucoup trop en fait, c'est beaucoup trop de problématiques que je soulève et voilà. Donc séparer, distinguer, puis une fois qu'on a séparé, qu'est-ce qu'on fait de chacun des textes qui vont demeurer et comment on leur trouve ça, une ligne en fait conductrice qui ne soit pas artificielle. C'est dedans.
Ouais, non, ouais, il y a ce premier. Pardon. Pierre Michon n'écrit pas pendant. Enfin, c'est la légende autour de Pierre Michon, n'écrit pas pendant 3-4 ans, et puis tout d'un coup, il a sa première phrase, et il a tout le manuscrit en très peu de temps et sans aucune rature. Si ce ne sont pas des faux manuscrits, c'est vrai, puisqu'effectivement, il y a très très peu de corrections dessus, quoi. Mais les faux manuscrits, ça existe. Moi, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus tumultueux, c'est-à-dire le premier jet ne m'intéresse pas du tout, donc je l'écris très vite, ça peut être en 6 mois, en 1 an, des fois je peux avoir le premier jet. Et en fait, à partir de ce moment-là, le travail vraiment joyeux commence, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le premier jet, grosso modo, c'est... je m'y retrouve, c'est-à-dire je me retrouve avec mes travers de pensée, avec mes tics d'écriture, etc. Et donc c'est horripilant. Et ensuite tout le travail, c'est de me retirer du texte, c'est-à-dire de faire disparaître tout ce qui me ressemble beaucoup et d'essayer de faire que le livre dérive vers quelque chose d'inattendu, vers quelque chose qui n'est pas moi. Et vers des formes de surprise, c'est-à-dire à la fin de dire tiens, c'est étonnant, mon projet initial c'était pas exactement ça, quoi. Ça a dérivé. Et ça se fait de manière très patiente, très lente, c'est-à-dire c'est vraiment à force de correction en fait. Donc c'est corriger, rentrer les corrections, refaire un tirage, recorriger, re-rentrer les corrections, enfin, etc. Moi, pour chaque livre, j'ai au moins 5 tirages complets et ils sont tous autant annotés les uns que les autres. Et en fait, à force de faire ça, c'est vraiment comme un sculpteur qui travaillerait sur le métal et qui, à force de taper dessus, finit par lui donner l'angle et le poli qu'il cherche. Bon, bah, c'est un petit peu la même chose, quoi. À force de tordre le truc, il y a de la surprise, quoi. Il y a du neuf, il y a quelque chose où je ne me retrouve pas. Et ça, pour moi, c'est là que le plaisir de l'écriture, c'est la fascination, c'est pas le plaisir c'est un peu, ça a l'air presque un peu fade, mais d'être fasciné, c'est-à-dire d'être fasciné de voir des idées surgir qu'on n'avait pas conscientisées, mais elles devaient être là. Mais en fait, elles étaient méconnaissables, je les visualisais pas. Je ne savais pas que, par exemple, en écrivant sur la guerre d'Algérie, en fait, ce qui m'intéressait, c'était la solitude de 2 hommes dans ce contexte de guerre. Je pensais que j'écrivais sur la guerre d'Algérie. Et en fait, au fil de l'écriture, je me rends compte que non, je suis plus stupéfait par la solitude de ces 2 hommes-là, et que c'est autour de ça que je tourne, plus encore que des questions politiques de la guerre d'Algérie. Bon, bah, au moment où je prends conscience de ça, d'abord ça m'aide à terminer l'écriture du livre, parce que tout d'un coup, ça y est, il a trouvé son vrai point d'équilibre, qui est cette question-là de la solitude. Et puis surtout, c'est joyeux, ça veut dire que l'écriture a déplacé les choses, quoi. Donc l'écriture a été, comme on le dit beaucoup depuis les années 60-70, l'écriture a été elle-même une aventure, quoi. Que le but du jeu, c'est pas de vivre des aventures, mais que l'écriture du livre soit en elle-même une autre aventure. Laurent, si tu peux dire quelque chose sur ce cheminement dans ton texte. En tout cas, je voulais dire, c'est amusant, mais vous reprenez tous les 3 dans vos écrits ou au cours des dialogues qu'on a pu avoir, cette idée de la surprise. Il faut qu'on se surprenne soi-même et qu'on se trouve soi-même, finalement, à travers l'écriture. Qui, je pense, renverse un peu certaines idées où on sait exactement ce qu'on va faire. Non, vous nous dites, non, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et c'est bon, et ça marche, si on est surpris. C'est là que c'est une des... Pierre Dachoprov, il y a quelque chose qui permet de dire que... Enfin, en tout cas, vous avez une satisfaction par rapport à ce qui se passait. Laurence. Être surpris, ou en tout cas être surpris dans le sens pas ah super, je suis surprise, c'est vraiment dans le sens que l'écriture fasse surgir quelque chose que je ne connais pas. C'est-à-dire, comme je sais pas, l'exemple des Roms au début, tout à l'heure, je ne savais pas que j'allais me retrouver au sein d'une communauté Rome à ce moment-là, et c'est très bien. C'est l'écriture qui m'emmène
Et mais c'est pas ça que je voulais dire, j'ai perdu mon fil en entendant ton histoire d'Algérie, là. Et ça illustre peut-être le chemin où tu dis j'écris un livre sur l'Algérie et je me rends compte que j'écris la solitude de deux hommes. Et je pense que j'ai le chemin complètement inverse, où moi je vais partir de la solitude des deux hommes, mais vraiment du détail de je sais pas, leur nez par terre et la poussière dans les yeux. Et je me rends compte au bout du roman que finalement je parle de la guerre d'Algérie. En fait ça va être l'inverse. C'est en ça que je dis, j'arrive pas, je ne dis pas quand je commence à écrire, je vais écrire un livre sur les Roms ou sur la guerre d'Algérie ou sur les migrants, parce que c'est trop vaste pour moi en fait. Je ne sais pas par quel bout prendre les choses. Donc je pars souvent par des petits détails ou par une femme avec son bonnet sur la tête et je lui emboîte le pas pour voir où ça me mènera. Et le livre, le roman se construit comme ça, c'est l'écriture elle-même en fait qui va construire l'histoire en fait. Alors moi j'ai pas de brouillon, j'ai pas de premier jet. C'est pas prétentieux de dire ça, ça veut pas dire que c'est parfait du tout dès le début, mais j'avance par petits bouts et je reviens. Je fais beaucoup d'allers-retours, j'avance, je reviens, parce qu'à la page 13, je sais pas, il y aura un petit caillou à cet endroit-là, et je me rends compte que ce petit caillou, il est très important, donc ça serait bien qu'il soit à la page 2. Donc je remonte à la page 2, et je retourne à la page 13, et j'avance, et jusqu'à la page 52, ou peut-être que, je sais pas, il y a un exemple bête, un personnage, même pas, je disais, jusqu'à la fin du livre, il se passe des choses. C'est par exemple, dans le dernier, la géante, à la fin, le personnage, il se passe quelque chose d'important en haut de la montagne, sauf qu'elle a un objet qui est important, mais comment il est arrivé cet objet en fait, elle est dans un sac, sauf qu'au début du livre, elle n'a pas de sac dans la main, tout simplement. Donc je redescends la montagne pour lui mettre un sac dans la main, et je remonte, et le sac, il apparaîtra peut-être 3 fois dans le roman. C'est juste un détail, mais voilà, c'est juste pour illustrer la construction qui se fait par du petit détail, et voilà, c'est comme ça que je dirais du livre sur les Roms, que c'est pas un livre sur les Roms au début. En fait, c'est juste pour moi. J'étais même très naïve, et c'était le premier roman, et surprise que quand on m'a posé des questions sur ce roman, voilà, j'étais cataloguée livre sur les Roms, et j'ai dit ah bon. Laure Avance, je pense qu'il pourrait y avoir des questions dans le public, et j'aimerais vous donner la parole avant qu'on termine. Oui, si tu peux. J'avais une question quand j'ai écouté Arnaud avec ses brouillons et ses 5 étapes. Et la question que je voulais poser, ça vous arrive pas de vous dire non mais je suis en train de me perdre, il faudrait peut-être que je reprenne quelque chose dans des éléments du premier projet? Non. Jamais. Non, en vrai, je crois pas, parce que c'est très lent et minutieux. Enfin, c'est pas minutieux, mais c'est très lent. Donc, ça, c'est un moment assez physique du travail, c'est-à-dire quand tout d'un coup, par exemple, on veut faire un ajout, mais un ajout vraiment un peu significatif. En fait, à ce moment-là, il y a vraiment une perception un peu physique du manuscrit, c'est-à-dire on voit si c'est un corps étranger ou au contraire si c'est un corps qui est accueilli par le reste du livre, quoi. C'est-à-dire on voit si on est en train de faire une énorme verrue à l'intérieur du bouquin, genre avec un autre thème ou avec un autre développement d'intrigue, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une fiction, et on voit si ça prend ou si au contraire la greffe prend pas, on voit si ça fait un grumeau ou si c'est absorbé par le reste du livre. Partir dans une mauvaise direction de retravail et revenir en arrière à un état antérieur du texte, je ne crois pas que ça me soit arrivé. Non. Mais c'est pour ça aussi que l'affichage me permet de rester dans ce... Je pense que l'affichage me sert beaucoup à ce que ça reste très physique, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un fantasme intellectuel, les corrections, c'est vraiment... Je vois ça comme des masses, comme presque un travail de peintre, presque des masses, des intensités. Et donc, je pense que ça me préserve de partir dans une direction qui ne serait pas du tout la bonne, quoi. Si j'en restais au truc narratif,
Je pourrais avoir envie d'un développement de tout d'un coup, voilà, 30 pages sur qu'est-ce qu'il arrive à tel personnage. Mais comme en fait je le visualise de manière très physique au mur, je me dis, ah, mais non, mais là, insérer 30 pages à cet endroit-là, je déséquilibre tout. Moi, j'aimerais savoir comment ça a commencé pour vous. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, ça y est, je suis écrivain. Quand est-ce que vous avez eu pour la première fois envie d'écrire? Comment ça se développe? Votre brouillon à vous, le personnage. Je vais donner un exemple très précis en fait. Je crois que ça vient de l'enfance. Ça vient d'un moment très précis. Je peux vous le raconter en le faisant très rapide. Un matin, je suis en vacances chez un oncle et une tante qui eux n'ont pas d'enfants et du coup prennent le temps avec les enfants. Et ils ont le temps pour ça, donc ils nous faisaient faire plein de choses. Et un matin, à mon petit déjeuner, j'ai ma tante qui revient sur son vélo. Elle était partie chercher du pain très tôt à la campagne et elle revient en colère et elle dit mais je suis pas contente. J'ai vu des paysans, ils sont en train d'abattre un arbre sur le bord de la route. Et elle est vraiment très, très, très contrariée. Et puis bon, le temps passe, et puis elle débarrasse le petit déjeuner, et puis elle sort une feuille, un papier, et puis elle dit on va écrire quelque chose parce qu'il fallait que ça sorte en fait. Et voilà, elle a commencé, c'est elle qui a écrit la première phrase, c'était tu m'as abattu paysan. Et on l'a continué ensemble, je te gênais donc tant. Et ça a fait toute une poésie, et je pense que voilà, je pense que c'est quelque chose qui pour moi, enfin, était là, parce que j'étais dans ma chambre à écrire des petits trucs toute seule, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui met le doigt là où il fallait appuyer, tout simplement. Et je l'aime beaucoup, cette tante. Oui, moi aussi, c'est l'enfance et la solitude et avoir envie de réécrire les livres et les poèmes aussi que je lis. Alors je réécris, je prends Victor Hugo et je le réécris. Je prends les livres, les romans que je lis, les romans dont on pourrait avoir honte, mais dont j'ai pas honte, c'était Robert Sabatier, Les Allumettes suédoises, vous voyez, la trilogie et tout ça. Et du coup, je continuais l'histoire. J'ai écrit des volumes après, hein. Il y a des suites, hein. Personne ne sait, mais il y a la trilogie, il y a plein de suites. Et voilà, c'est ça, c'est l'enfance. Et puis après on se dit j'aimerais faire que ça, mais on ne peut pas faire que ça. Et puis je sais pas, après ça devient ce qu'on finit par faire. Mais j'ai ressenti un truc très fort quand j'étais gamin, et c'est peut-être le cas pour beaucoup de gamins, c'est d'être sous le regard des parents et de chercher à faire quelque chose qui est valorisé dans le regard des parents. Et donc, c'est assez marrant parce que ma mère lisait beaucoup, mon père n'a lu que 4 livres, mais dans leurs 2 regards, c'était vraiment quelque chose de bien, quoi. Donc, résultat, spontanément, j'ai 8-10 ans, et moi, ce que je recopie, malheureusement, c'est des biographies de Napoléon. Donc, c'est encore la part honteuse, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais je vous demanderai à la sortie de la salle de n'en parler à plus personne, ni de la vache à Pauline, ni de Napoléon. Donc ça va me durer un petit peu, c'est-à-dire d'être sous le regard des parents. Et ensuite, ma grande chance, vraiment, et je pense que c'est un peu un truc de hasard, à 14-15 ans, je fais taper un premier texte par une amie et des parents, et bon, c'est un peu long à raconter. Je donne un titre, c'est Les Christ inférieurs, qui vient de la fin d'Apollinaire, de Zone d'Apollinaire. À la fin, l'aube monte et Apollinaire dit, enfin le poète dit, qui va rentrer dans sa chambre à Neuilly ou à Passy, je crois, et retrouver sa collection de Christ inférieurs. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, cette expression-là, je la trouvais folle à l'oreille, et puis ce que ça peut vouloir désigner. En l'occurrence, ces statuettes africaines. Et au fil du travail, j'avais supprimé, sans m'en rendre compte, le paragraphe qui expliquait le titre. Et donc, elle me rend mon texte tapé, puis elle me dit « mais je comprends pas ton titre ». Et ça m'a sidéré, ce truc-là. C'est-à-dire, en fait, je me suis dit « mais c'est incroyable, parce que c'est ce titre-là qui m'a poussé à écrire le texte, et à la fin, le texte s'est trouvé un autre cœur, quoi. C'est-à-dire, c'était le cœur initial, c'était ce dont j'avais besoin pour me lancer, puis
Donc je me suis dit, mais c'est incroyable, donc c'est vraiment, c'est le déplacement dont je parlais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire en fait, ce que j'avais cru être le cœur du bouquin, enfin du texte, ensuite c'est l'échafaudage qu'il faut enlever, quasiment. C'est-à-dire c'est le truc qui est devenu inutile au projet. Et donc là, ce jour-là, c'est devenu mon affaire. C'était plus l'affaire de mes parents, c'était plus pour plaire à mes parents. J'étais fasciné par le fait que écrire un texte, ça n'était pas poser ce qu'on a en tête, c'est au contraire faire surgir quelque chose qu'on ne savait pas être à l'horizon, mais qui était quand même à l'horizon. Et donc, à compter de ce moment-là, mes parents ne comptent plus, et comme par hasard, ils ne comprennent plus rien à ce que j'écris. Donc là aussi, c'est bon signe, quoi. Je prends mon indépendance. Pas d'autres questions? Donc, c'est 1h30 d'entretien et d'échange dont je vous remercie beaucoup tous les trois. La journée se poursuit, bien sûr. Nous nous retrouvons à 14h30 pour voir le film d'Arnaud, tourné l'année dernière, comme je l'avais dit, tourné ici à Sigons. Donc rendez-vous à 14h30. Et si par hasard vous n'étiez pas là cet après-midi, ce qui paraît tout à fait improbable, mais je vous rappelle qu'il y a un concert à 19h à Forcalquier, à la Bonnefontaine, avec Delia Yaman, et vaut vraiment la peine de se rendre à ce concert aussi. Donc je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit. Pour ceux qui ont réservé à la manger, allez-y tout de suite. Si j'ai une petite chose à dire encore, il y a à la Marelle, les auteurs qui sont en résidence à la Marelle rédigent un petit livret espèce de carnet de résidence. Et il y a donc, apparemment ils n'ont pas retrouvé les tiens, c'était trop ancien, à la Marelle. Et donc Marie et Laurence ont leur carnet de résidence sont là. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est justement dans le sujet, ce qui se passe pendant ce temps d'écriture en résidence. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure.